Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Poser la question donc par rapport à la compétition, si à l'époque tu intégrais déjà l'importance du mental, si c'était quelque chose que tu travaillais spécifiquement ou pas, comment ça se passait cette dimension-là, comment tu l'intégrais dans tes entraînements et la compétition? J'étais un réfractaire à tout ce qui était approche mentale. Un jour, Nano, c'était le capitaine de l'équipe de France. Il avait convoqué un préparateur mental en stage. Il nous avait convoqué à une réunion. Le monsieur s'appelait Luc Guibert et il avait des outils, tout un tas de théories autour de la préparation mentale. Et donc, il nous a présenté son travail. La réunion, je me souviens très bien, avait lieu 14 heures à 16 heures, c'est-à-dire pendant l'heure de la sieste, parce que c'était le moment où dans la journée, nous, on faisait 4 heures de préparation physique le matin. C'était vachement intense. Après, on avait un déj et puis on reprenait à 16 heures pour encore 4 heures de préparation physique. Donc, c'était l'heure de la sieste. J'avais dit à Nano que je voulais être dispensé de cette réunion qui servait absolument à rien. Parce que pour moi, en fait, le mental, à cette époque, c'était inné. Il y a des gens qui l'avaient, d'autres qui l'avaient pas. Et moi, je faisais partie des gens qui l'avaient. C'est ce que j'avais dit à Nano. C'était mon petit côté un peu branleur, rebelle. Mais je croyais à ça en plus. Alors, c'était une croyance, donc plutôt ressource d'ailleurs. Mais bon, c'était une réunion obligatoire, donc il me l'a imposé. J'ai pas écouté vraiment, enfin, j'écoutais d'une oreille, je m'étais mis derrière. Et j'étais réfractaire au fait qu'on vienne fouiller là-dedans. J'avais mes recettes, en tout cas, non, j'avais mes croyances et elles me suffisaient pour faire face à la pression à laquelle j'étais confronté en compétition. Donc à partir de là, ça m'allait. J'avais pas envie de remuer là-dedans parce que c'est très subjectif. Et est-ce que si tu dis ça, est-ce que ton point de vue a évolué depuis ou tu restais quand même là-dessus? Non, non, mon point de vue a considérablement évolué puisqu'aujourd'hui, j'observe, je vois et je trouve tout à fait évident et même assez débile de penser que le mental puisse être une qualité innée. Évidemment, elle m'arrangeait cette pensée-là quand je courais, mais aujourd'hui, ça m'arrange pas plus ou moins de le penser. Je le crois fermement parce qu'en fait, j'ai appris depuis que le système de croyance que l'on développait était une chose qui nous protégeait du monde environnement, enfin œuvrait comme un mécanisme de protection et qu'il était plus difficile de faire changer une croyance chez un individu que de le confronter à la réalité. C'est-à-dire les gens donnent plus souvent raison à leurs croyances qu'à la réalité, mais c'est pas impossible de faire évoluer les gens dans leurs croyances. Et donc à partir de là, ça se travaille. Et donc, effectivement, le mental est un sujet. Mais le mental, c'est un sujet vachement abstrait aussi. C'est quelque chose de tellement subjectif que, en fait, on a assez peu de définitions simples et claires à donner là-dessus. Mais heureusement, dans ma jeunesse, j'ai eu un entraîneur qui était génial, qui m'avait dit un coup, il faut que tu penses comme un champion. Et je lui avais dit, c'est abstrait, il pense comment le champion. Et il m'a dit, là où toi tu vois des problèmes, lui, il voit des opportunités, trouve des solutions et il progresse. Et je me suis dit, c'est pas plus con que ça alors. Et il m'a dit non, c'est pas plus con que ça. Donc j'ai dit, comme ça nécessite pas d'être trop intelligent, je devrais pouvoir y arriver. Ça m'a vachement aidé. Ça m'aide toujours. Donc ton entraîneur t'a apporté beaucoup mentalement aussi pour tes compétitions. Mais en fait, ils ont réussi mes entraîneurs, en fait, ont réussi à me simplifier la vie. Vous savez, des fois, vous avez des grands théoriciens qui vous expliquent des choses très compliquées, puis vous vous dites, les mecs sont super forts, j'ai de la chance de travailler avec eux, mais ils vous embrouillent et à la fin, vous comprenez plus rien à rien. Moi, j'ai des entraîneurs qui étaient simples, concrets, et je les comprenais. Ça fait avancer. Et je me posais la question parce que le ski a été quand même une des premières disciplines à utiliser, par exemple, la visualisation. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu pratiquais même spontanément ou tu visualisais pas trop les courses avant de partir? Comment ça se passait? Si, moi, alors, comme le ski de boss et comme le ski alpin d'ailleurs, on s'entraîne, on skie la piste, ou en tout cas on la repère avant, on est capable de la conceptualiser dans notre tête et de se voir passer, d'être capable d'anticiper les pièges et les endroits où il faut accélérer, les sauts, les figures qu'on va faire en l'air. On a une idée extrêmement claire de la descente qu'on va faire. On déroule la course dans notre tête et au fur et à mesure que la course se déroule sous nos pieds, quoi. Donc il y a un travail de visualisation qui se fait. Et ce qui est intéressant, là encore pour le mental, s'il y a besoin, si un athlète peut éprouver le besoin, en tout cas de travailler sa visualisation, la sophrologie peut aider, par exemple. La PNL
PNL peut aider, l'hypnose peut aider à mieux visualiser, le yoga peut aider. Donc voilà, il y a des outils qui existent, il y a des techniques, des méthodes. Et si on en éprouve le besoin, faut pas hésiter à le faire. Moi, j'étais un peu con, un peu réfractaire à tout ça. Si j'avais été plus ouvert sur ces sujets-là, probablement que ça m'aurait aidé. Enfin, c'est pas probablement, c'est sûr que ça m'aurait aidé aussi. Voilà, je m'en suis passé. J'en éprouve pas de fierté particulière. Hein. J'aurais peut-être pu être meilleur encore. J'ai aussi expérimenté par moi-même. Et ça aussi, c'est quelque chose que quand j'étais gamin, moi, j'ai jamais, je suis pas, comment dire, je suis pas scolaire. Je n'aime pas apprendre dans les livres. En fait, je n'ai pas la patience pour apprendre dans les livres. J'apprends par l'expérience. Moi, il faut que je me pète la gueule pour comprendre qu'un truc, comment un truc fonctionne. Faut que je m'y confronte, faut que j'y revienne, faut que je me bute, faut que je comprenne par moi-même. J'étais autodidacte dans le ski. Et d'un coup, je me suis mis à très bien skier parce que mes coachs, d'un coup, ils m'ont donné 2, 3 trucs. La compétence était là, et un peu brouillonne, mais ils m'ont mis, clac, ils m'ont mis 2, 3 trucs et ça a cimenté les choses. Et la compétence c'est quelque part révélé. Avant ta course, toi, c'est quelle émotion qui te permettait de performer? Est-ce que c'était d'être calme? Est-ce que c'était d'être un peu excité? Est-ce que tu sais ce qui te permettait d'être le mieux? Ah, c'est une bonne question parce qu'on est en fonction de l'âge, la course, l'expérience, le niveau de pression, enfin voilà, le décorum. Hein, vous êtes aux Coupes du France, aux Jeux Olympiques, c'est pas pareil. L'enjeu, la pression, c'est-à-dire que vous vous mettez aussi, que vos parents soient là ou pas forcément. Tout ça fait que les émotions sont souvent très différentes. Et moi, j'ai essayé avant les Jeux Olympiques, c'était ma manière aussi de me préparer à être capable de m'adapter au dernier moment à la situation. Je me suis testé dans plein de situations différentes. C'est-à-dire que je me visualisais, je me voyais, je m'imaginais en fait au départ d'une course être un loser total. Et puis dans le portillon de départ, me concentrer comme je le fais, puis partir, mais avec en arrière-plan cette idée que je suis le mec qui a rien prouvé, je suis un nul, je vaux rien et tout, pour voir si je suis quand même capable de dépasser ça. Et puis j'ai réussi. Alors ça marche pas à tous les coups, mais je progresse là-dessus parce que il est possible que, je sais pas, j'ai une vraie déconvenue ou 2, 3 déceptions avant les Jeux et je me retrouve à être mentalement au fond du trou. C'est possible, ça pouvait être une éventualité. Donc il fallait que je sois prêt à ça et que je sache me reconditionner. J'ai fait aussi des tests où j'arrivais, alors c'est des tests en live, hein, en Coupe du Monde. Hein. Je prenais les Coupes du Monde comme un jeu, alors qu'il y avait de l'enjeu, mais je me mettais dans la peau du winner, quoi, du leader winner qui écrasait la concurrence, pour voir, voilà, puis d'arriver comme ça, totalement confiant, à rigoler, à m'amuser, à peine concentré, faire juste ce qu'il fallait, puis me lancer, quoi. Rigolard, goguenard avec mes coachs, mes adversaires, mes potes et tout, pour voir ce que ça pouvait donner, quoi. Parce que potentiellement, je pouvais arriver au jeu aussi en leader. Alors, pas en fanfaron, mais je pouvais arriver dans cette position de leader. D'ailleurs, c'est ce que je voulais. Mais il fallait là aussi que je pète pas un câble, que je sois capable de rester vigilant, humble, etc. Mais justement, je forçais le trait pour voir comment je réagissais dans ces situations, quelles pouvaient être les ressources, qu'est-ce que je pouvais apprendre et en tirer. Voilà, je pense que chaque course est une expérience et on peut enrichir l'expérience par la manière dont on l'approche. Pour faire ça, il faut pas avoir peur de perdre, il faut pas avoir peur d'échouer, il faut prendre le résultat pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque part un indicateur de ce qu'on vaut à l'instant T, mais c'est pas parce qu'on perd une course qu'on est devenu un loser, c'est pas parce qu'on gagne une course qu'on est devenu un champion et que tout nous est dû. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on est sur un chemin, il y a des étapes, les étapes donnent des résultats, mais on peut continuer à progresser d'étape en étape sur le chemin et c'est le chemin qui compte, quoi. Ok, mais par exemple, je me pose quand même la question. Tu avais cette conviction que tu allais être champion olympique, puis un petit bout de temps avant d'y arriver. Ce qui m'intéresse, c'est le jour où tu peux le devenir, où tu as l'occasion de le devenir. Est-ce que ce jour-là, il y a quelque chose qui se passe en particulier dans la tête? Est-ce qu'il y a peut-être aussi des doutes? Tu vois, qu'est-ce qui te traverse? Le moment où, parce qu'en fait, tu t'entraînes des années pour quelques 30 secondes, comme tu dis, de course, où quelque part, c'est très aléatoire aussi, d'une certaine manière. En plus, météo pourrie le jour de la course pour toi. Ce qui m'intéresse, c'est, tu vois, quand on s'est autant préparé, Ouais. on sait ce qu'on veut, mais il y a quand même ce jour-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Ouais, alors,
je vais corriger un truc dans la question, c'est que j'avais pas la conviction que j'allais gagner. Moi, j'avais la conviction que j'étais capable de faire le job. La conviction que j'allais gagner, c'était que de la façade. Oui. Parce que moi, je m'étais toujours dit, je veux gagner et je vais gagner. Ben ouais, Ouais, mais tu me dis que tu je veux sans doute plus. as demandé à tes entraîneurs d'entraîner un futur champion olympique, donc tu t'es préparé à gagner. Oui, voilà, oui, je me suis préparé pour. Bah oui, c'est quand même mon métier, c'est quand même le cœur de mon métier quelque part. Ce qui n'exclut pas que je puisse échouer. Donc, il faut aussi que je sois préparé à l'échec et à ses conséquences. Ça fait partie du job aussi. Il y a un moment donné, on a une vision, un rêve ou un objectif. On met l'intention et le niveau d'exigence de travail à la hauteur de ça, parce que on sait bien, enfin moi je savais bien que le jour de la course, c'est trop tard, c'est pas le jour de la course qu'il faut se bouger, et que plus je suis dur à l'entraînement avec moi-même, exigeant, plus je m'entraîne dur, plus la course sera facile. Je vais regarder, grosso modo, j'ai évalué que j'avais fait plus d'1 million de virages avant la course, et j'en ai fait 65 pour la gagner, donc on voit bien où ça se gagne en fait. Bien sûr, la course, les choses se mettent en place, mais physiquement et techniquement, le jour de la course, on peut rien changer. Il n'y a plus que mentalement quelque part. Soit mentalement, on a cette faculté, cette capacité à délivrer son plein potentiel physique et technique, et à ce moment-là, on va faire une belle descente. Soit on n'a pas cette faculté-là parce qu'on est assailli par le doute, la peur, etc. Et à ce moment-là, ça va limiter, inhiber en fait notre potentiel physique et technique. Soit mentalement, je suis pas capable d'exploiter mon plein potentiel, je skie moins vite, je fais des fautes, ce qui me fait encore plus douter. Et à ce moment-là, je perds la médaille, ça c'est sûr. Donc là encore, plus la pression d'enjeu grimpe, plus le jour de la course arrive, plus on est proche de l'échéance. Et l'échéance, quelque part, c'est pas le départ de la course, c'est la ligne d'arrivée. C'est pour moi 3 virages après la ligne d'arrivée. Le mental est déterminant. C'est quoi le mental? Ce que mon entraîneur m'avait dit, c'est que là où toi tu vois un problème, le champion qui a le mental, justement, il voit des solutions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une faculté qu'on a tous de concentrer notre esprit sur des choses constructives qui créent de la valeur, l'opportunité, plutôt que se focaliser sur des choses destructrices qui dégradent la valeur. Le doute, il y a des techniques, il y a des outils, des méthodes, la concentration, la PNL, hypnose et autres, qui peuvent permettre à aider un athlète à concentrer son esprit dans des moments à fort enjeu sur des choses positives et constructives plutôt que sur des choses négatives qui vont en détruire. Mais c'est assez simple en fait. C'est pas ça qui va faire gagner ou perdre. C'est ça qui va nous faire donner, qui va nous permettre de délivrer notre plein potentiel ou pas. Après, la victoire, elle intègre beaucoup plus de paramètres. Le seul paramètre qu'on contrôle, c'est celui-là. C'est notre capacité à délivrer notre plein potentiel dans le moment à fort enjeu. C'est la seule chose qu'on contrôle. Est-ce que les juges ont envie de voir du Gros Piron ou ont envie de voir du Jean-Luc Brassard ou du Sergei Choupletsov? Moi, j'en sais rien. Ou du Olivier Alamand? Moi, j'en sais rien et ça, je le contrôle pas et à la limite, c'est pas mon problème. Est-ce que les journalistes, ils veulent voir Gros Piron gagner ou Gros Piron échouer? J'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Si je commence à concentrer de l'énergie là-dessus, cette énergie, elle est plus disponible pour faire mon job. Est-ce que le public, il est venu voir gagner? J'en sais rien. Est-ce que la piste, elle me convient? Est-ce que la météo, elle va me permettre elle va m'empêcher ou me permettre de faire un truc bien? Est-ce que mes adversaires vont pas faire la descente de malade et puis il y en a un, il va l'emporter haut la main parce que justement ce jour-là, il aura fait la course de sa vie. Tout ça, ce sont des trucs que je maîtrise pas. Donc, faut bien avoir à l'esprit qu'il y a des choses qu'on contrôle et d'autres qu'on contrôle pas et que c'est pas en se concentrant sur ce qu'on contrôle pas, on va y arriver. J'ai toujours eu moins de pression. Enfin, j'ai le sentiment d'avoir moins subi la pression quand je me concentrais sur mon potentiel que je contrôle, ma capacité à le faire évoluer et puis ensuite à le délivrer dans des moments à fort enjeu. Et j'ai discuté avec un autre champion olympique aussi qui me disait le jour où il devient champion olympique, il se dit que ce moment-là, il y avait une forme de lâcher prise, d'insouciance, de pas penser justement à l'enjeu. Est-ce que toi, tu as vécu ça aussi pour toi ou c'était pas du tout cet état d'esprit-là? Ouais, je vois bien ce qu'il veut dire parce qu'il y a un moment, il y a une sorte d'état de grâce où l'enjeu n'a plus de prise, mais je pense que c'est une préparation. Moi, j'étais content le jour de la course. Il y avait une forme de délivrance aussi. Je commençais à voir poindre le bout du tunnel et j'étais content. Ça faisait des années que je me préparais pour ce moment-là. Ça m'est pas venu à l'esprit de fuir mes responsabilités. À un moment donné, je me suis dit bon allez, c'est génial, maintenant faut y aller. Enfin, c'est là. Demain, ça sera plus là, ça sera autre chose. J'avais envie je me souviens très bien quand je me suis réveillé ce matin-là, je me suis dit aujourd'hui ça va être une belle journée. Alors, ils ont un temps de merde, mais c'est pas grave. D'ailleurs au petit-déj, je me suis réveillé
il y avait mes copains, mes adversaires, quelques-uns, en tout cas, de l'équipe de France. Il y avait mes coachs, il y avait quelques sponsors de 3 VIP qui étaient là, qui avaient été invités. Parce qu'on n'était pas au village olympique, on avait privatisé un hôtel à Tignes. Et puis, et je me suis étiré comme ça devant tout le monde. J'ai fait, ah, quelle belle journée pour être champion olympique. Du coup, les mecs, ça les a. Il y en a que ça a angoissé, d'autres que ça a rassuré. Mais ça m'a fait marrer parce que c'est aussi une approche des choses, quoi. C'est une façon de voir les choses. Et ce matin-là, je m'étais dit, je veux que chaque seconde dure 1 minute, chaque minute dure 1 heure parce que j'ai envie d'en profiter. Quelque part, j'avais un enjeu qui n'était pas du tout lié au résultat ce jour-là. C'était d'en profiter à mort parce que je savais qu'il y aurait un avant, un après. Voilà, je voulais profiter de cette belle journée. C'était pour moi extrêmement important. Il y avait quand même une grosse pression parce que j'étais attendu, parce que j'avais dit que j'allais gagner, parce que j'avais un peu ouvert ma gueule, mais j'étais dans les conditions qui, pour moi, me semblaient conformes, donc idéales. Donc voilà, j'avais réussi mon pari jusque-là. J'étais sur la bonne voie et il fallait maintenant franchir la ligne d'arrivée, quoi, et gagner. Je savais très bien que le résultat serait que la conséquence de ce que je sais faire tous les jours, c'est-à-dire ce qui est entre des bosses. Ça, c'est intéressant parce que j'ai lu aussi après que bon, bah, t'as été blessé, etc. Et qu'après, il y a des autres Jeux Olympiques en 94 où tu disais, bah, finalement, ces Jeux-là, t'étais pas prêt à gagner et au moment où tu fais la course, tu te projettes sur un résultat. Et c'est ce qui, bon, j'ai parlé à d'autres sportifs aussi qui ont failli gagner une grande chose, c'est le fait de se projeter. Comment t'as géré tes pensées en 94 et est-ce que c'est ça qui fait la différence? Ou est-ce que la course, carrément, elle se joue avant d'être parti? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Pour moi, 94 a été un échec sur toute la ligne parce que, effectivement, dans ma préparation, j'y ai pas cru. J'ai jamais eu l'intention de les gagner. Et quand je relis des interviews que je donnais l'année d'avant, par exemple, je disais que la piste ne me convenait pas, était trop plate, trop facile. Elle permettait à notamment Jean-Luc Brassard, le Canadien, de mieux s'exprimer, de mieux exprimer son style. Bref, je partais en loser, quoi, clairement. Mes entraînements ont jamais été formidables. Et puis le jour de la course, je suis arrivé pas dépité, mais ouais, une sorte de sentiment de il faut sauver les meubles, quoi. Vous voyez, donc pas du tout dans la dynamique des Jeux d'Albertville, pas du tout dans la dynamique dans laquelle j'avais envie d'être. Il faut savoir que je revenais de blessure et que cette année-là, moi, je m'étais dit, je veux retrouver de la régularité, je veux être numéro 1 mondial, c'est-à-dire gagner le circuit de la Coupe du Monde. Et j'avais pas du tout fait de cette course olympique un objectif. Voilà, je suis arrivé, j'ai subi jusque dans le portillon de départ. Parce que dans le portillon de départ, à un moment donné, il y a la foule, les planètes sont alignées, quoi. Tout est là, la foule, l'enjeu, les médias, les caméras, c'est au jeu. Et là, tu te dis, bon, quand même, je vais pas passer pour un con, faut pas passer pour un branque. J'ai envie voilà, je vais quand même leur montrer que je suis pas là par hasard. Et c'est là que je m'élance. Et comme je m'élance franchement, c'est-à-dire plus franchement avec un vrai coup de rein comme j'avais pas mis à l'entraînement, du coup, je suis dans mon rythme, je skie vite. Et moi, j'aime skier vite, je suis pas à l'aise quand ça va pas vite. C'est pour ça que j'aime pas les pistes trop plates. Et là, d'un coup, ce qui est un peu une surprise pour moi, je skie bien. Et donc, je skie, je descends, je dévale la piste. Et quand je vois la ligne d'arrivée, je me dis, ça y est, mais c'est bon en fait, c'est bon, j'ai gagné là. Et puis en fait, au même moment, j'ai les skis qui se croisent. Je fais une erreur de débutant, quoi, parce qu'en fait, j'ai pas franchi la ligne d'arrivée. Je pense déjà au résultat. Du coup, je suis plus concentré sur mes gestes qui font le résultat. Je me désunis. Ça fait une petite faute. Sur la ligne d'arrivée, ça coûte des points. Est-ce que j'aurais gagné, perdu? On ne sait pas quel est le résultat. Ça, on peut pas dire. Mais ce qui est sûr, et c'est là que c'était un vrai échec, c'est que d'abord, j'ai fait une erreur de concentration majeure. J'ai fait une erreur de préparation majeure et de réalisation majeure. Je n'ai pas su réaliser mon plein potentiel ce jour-là. Alors que j'avais sous la pédale, il n'y avait pas de problème. Après le résultat, on ne sait pas, c'est les juges qui décident. Et puis Jean-Luc Brassard a fait une tellement belle descente. Pas à dire, j'ai une médaille de bronze, j'aurais peut-être été médaille d'argent, médaille d'or, je sais pas, j'en sais rien. C'est difficile à dire, mais en tout cas, moi, j'ai pas délivré ce que je savais faire de mieux ce jour-là, et c'est en ça que c'était un échec. Mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu disais en 92, finalement, le jour de arriver, c'était un plaisir et tu étais dans le bonheur d'être arrivé à ce moment-là. Tu peux encore à nouveau prétendre à quelque chose quand même en 94. Est-ce que tu n'as pas trouvé les ressorts pour retrouver ce plaisir et ce bonheur-là de dire, bah, c'est chouette, je refais encore, tu vois, les Jeux Olympiques?
Non, non, c'était une souffrance pour moi enfin, à vivre ces Jeux d'Albertville, de Lillehammer, c'était un peu une supplique, mais parce que je suis pas arrivé du tout dans les mêmes dispositions d'esprit. Et j'y suis pas arrivé dans ces dispositions d'esprit, c'est parce que des jeux, ça se prépare longtemps à l'avance. Moi, c'est au départ de la course que je me suis mobilisé pour ce truc. Donc, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on apprend rien des expériences délicieuses, ou en tout cas très peu. J'ai gagné les jeux, j'ai pas appris grand chose de ça, quoi. À ce moment-là, j'ai pas su tirer les enseignements qu'il fallait et qui auraient pu me remobiliser et me permettre de, quoi. Oui, bon, après, c'est comme ça. J'ai beaucoup plus appris finalement de Lillehammer sur moi-même, sur ma motivation, etc., que d'Albertville. J'ai plus appris d'un échec que d'un succès. Bah ouais, parce qu'après, tu repars et tu redeviens champion du monde, donc c'est pas négligeable quand même. Oui, ben, l'avantage d'avoir le succès et l'échec, c'est qu'on peut vraiment faire la part des choses, on peut vraiment mettre en concurrence, mettre en balance les arguments. Est-ce qu'un échec se digère mieux qu'une médaille olympique? Non, 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 quand même pas. Non, je préfère avoir à digérer une médaille olympique qu'un échec olympique. Non, non, c'est sûr, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus agréable. Et pour finir, est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à un jeune qui a envie d'être champion olympique, quel que soit le sport, peut-être en ski acrobatique ou autre, mais voilà, quel conseil tu aimerais bien donner à un jeune aujourd'hui? Je pense que la partie de vie de l'adolescence, en fait, où on découvre un sport et où quelque part on y fait ses premières armes, est une partie qui est, qui est assez fantastique et très fondatrice. Et c'est la partie où, quelque part, avec assez peu de pression, on prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. Et en fait, je dis qu'elle est assez fondatrice parce que ce plaisir-là, c'est la garantie du succès du futur. Je dis toujours que c'est pas le résultat qui donne du plaisir, c'est le plaisir qui donne du résultat. Arriver à comprendre en quoi ce sport, ce métier, cette discipline te procure du plaisir est absolument essentiel. Il faut savoir pourquoi ton métier te donne du plaisir. Parce que c'est ce qui va t'éclairer sur tes forces, c'est sur tes talents, et c'est ce qui va t'éclairer sur… c'est ce qui te sera le plus utile pour te distinguer au plus haut niveau. Donc, cette notion, cette capacité qu'on peut avoir de cultiver le plaisir, qui s'apprend assez facilement quand on est gamin, est absolument essentielle et fondatrice pour la suite. S'il y avait un conseil à donner, ce serait celui-là. À bientôt pour un prochain épisode de Gamberge, le podcast du mental et du sport.